Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de la Maison de la Radio et de la Musique au siège de Radio France pour suivre deux tables rondes sur le thème des salariés aidants et du dialogue social organisées par l'OSIRP à l'occasion de la Journée nationale des aidants. L'OSIRP, c'est l'Union d'institutions de prévoyance à gouvernance paritaire, engagée pour l'autonomie face aux épreuves du grand âge, de l'orphelinage, du veuvage, du deuil, du handicap, de l'isolement et de l'aidance. Les salariés aidants sont ceux qui, en plus de leur activité professionnelle, viennent en aide de façon régulière, à titre non professionnel, à une personne âgée présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité pour accomplir tout ou partie des actes et des activités de la vie quotidienne ou d'un conjoint, bien évidemment, ou d'un enfant dans cette situation. Avec le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques, la question des aidants est devenue un phénomène de société dont l'OSIRP est l'un des porte-parole depuis de nombreuses années. Nous sommes tous concernés. Un salarié sur 5 est aidant aujourd'hui et en 2030, ils seront 1 sur 4. Nous serons 1 sur 4. La difficulté de concilier vie professionnelle et rôle d'aidant provoque épuisement, absentéisme et présentéisme. On verra ce concept plus tard. En tout cas, des difficultés pour les salariés, mais aussi des enjeux de performance pour les entreprises. C'est donc un sujet de dialogue social. Quelques mots à retenir tout au long de ces 2 heures que nous passerons ensemble jusqu'à 12h30. Dialogue social, santé mentale des salariés aidants, solutions concrètes pour les soutenir. Je demanderai à Marianne Monchamp de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Merci Marianne. Alors vous êtes directrice générale de l'OSIRP, ancienne ministre. Chère Marianne, la question que je vais vous poser, c'est les salariés aidants, vie privée et vie dans l'entreprise, santé mentale, le thème de notre réunion. C'est un engagement fort de l'OSIRP au fil des ans, c'est un engagement constant. Est-ce qu'on peut parler de militantisme ? Oui, merci Patrick Lelong, merci beaucoup de ce lancement. Oui, je crois que dans la salle aujourd'hui, on peut dire que le militantisme est au rendez-vous. Et je vais, si vous me permettez, effectivement, dire quelques mots, mais avant, parce qu'il y a quelques usages, je veux saluer quelques personnalités qui sont dans la salle. D'abord mon président, Jacques Técher, qui est là tout au milieu, président de l'OSIRP. Je veux saluer les administrateurs qui se sont rendus disponibles pour être parmi nous aujourd'hui. Et c'est important, ils sont fidèles à ce rendez-vous que le Lab OSIRP construit, cher Jean-Manuel, et j'en profite pour te rendre un hommage appuyé pour cette belle réalisation, 5e édition. Ça veut dire que nous avons décidément construit un rendez-vous. Je veux dire aussi que je suis très heureuse de la présence du CETIP, que je salue amicalement, et bien sûr de chacun d'entre vous, mesdames et messieurs. Vous avez eu raison de dire que ça fait bien longtemps que l'OSIRP se mobilise sur la question des aidants. Moi, je me souviens, dans une vie antérieure, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, j'ai vu un jour arriver Jean-Manuel qui m'a dit « ça ne peut plus durer ». Bon, pas tout à fait comme ça qu'il a présenté les choses, mais qui a amené, au fond, à travers cette capacité à produire une observation régulière de la situation des aidants, il a amené donc ce sujet sur le devant de la scène dans un échange avec une organisation, une institution publique. Et il faut avouer qu'à l'époque, on n'était pas extraordinairement nombreux et qu'on avait l'impression que c'était un peu une question anecdotique. En réalité, quelque chose d'émergent, quelque chose dont il faudrait peut-être s'occuper, mais dont on ne voyait pas vraiment l'incidence. Or, l'incidence, elle s'est installée dans le paysage social et j'oserais dire dans le paysage institutionnel pour une raison que vous avez rappelée, Patrick Lelong, dans votre introduction. C'est que la société française vieillit, que l'hypothèse du vieillissement n'est pas une conjecture, c'est une réalité qui est mesurable
et qu'on a peut-être été un peu tenté de dire le vieillissement, c'est la question de l'après la cessation d'activité. Ça paraissait logique. On est vieux quand on part à la retraite et qu'on finit le parcours de sa vie. Et c'est par l'aidance que l'on est en train de réintroduire la question du vieillissement dans l'entreprise et dans les organisations. Parce que des salariés, qui eux-mêmes avancent en âge, ont pu porter témoignage du fait que c'était extraordinairement complexe de concilier une vie professionnelle et de concilier une vie de famille. Et dans cette salle, il y en a plein parmi nous qui sont dans cette situation ou qui l'ont été. Tout le monde n'en parle pas, tout le monde ne va pas brandir sa situation personnelle, mais je sais en vous parlant que plein d'entre vous que je connais bien le vivent ou l'ont vécu. Et donc, l'émergence de ce sujet dans l'environnement professionnel appelle plusieurs réflexions, et les 2 tables rondes que nous allons découvrir nous permettent effectivement de mesurer, grâce à l'Observatoire et grâce aux chiffres, grâce aux données qui sont colligées par Via Voice, 2 aspects que peut-être nous n'avons pas encore suffisamment regardés et qui deviennent notre actualité du jour. Le premier aspect, c'est qu'on a beaucoup mis la question de l'aidance sous l'angle de la conciliation des temps et sous l'angle d'une forme de pénibilité. Ce que l'on voit apparaître, c'est qu'il y a des formes de pénibilité complexes liées à la charge mentale et donc liées à la santé mentale des aidants. Et mettre l'accent sur la question de la santé mentale, ça n'est pas rien. Il faut savoir que je crois que plus de 40%, tu me corrigerais Jean-Manuel si je me trompe, mais plus de 40% des personnes en situation d'aidance déclarent être touchées dans leur santé mentale par leur situation d'aidance. Et quand c'est leur conjoint dont ils s'occupent, on passe à un score, si je puis dire, de 60%. Ça veut donc dire qu'il y a une véritable réalité d'une fragilité psychique qui se construit, qui se noue dans la situation de l'aidance. Je rappelle que nous sommes grande cause santé mentale et qu'il n'est pas tout à fait hasardeux de profiter de ce temps qu'est la Journée nationale des aidants pour montrer la corrélation qu'il y a entre la dégradation de la santé mentale de toute une population et la situation de l'aidance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où on considère que l'aidance devient un véritable problème comment dirais-je, structurelle, une question sociétale, ça interroge notre système de protection sociale. Notre système de protection sociale, jusqu'à présent, il n'avait pas dans son scope, si je puis dire, dans son viseur, la question de l'aidance de manière particulière. Aujourd'hui, il ne peut plus faire l'impasse. Et ça tient à plusieurs sujets. Il y en a un qui est un peu polémique, mais tant pis, je me lance. C'est le fait que les réponses qu'on peut apporter aux personnes en situation d'aidance ou aux personnes qui avancent en âge ne sont pas complètement au point sur les politiques du vieillissement. Je dis ça pour les réflexions en aparté. Et donc ça veut dire que quand on ne trouve pas d'aide à domicile, quand on n'a pas de solution ou de réponse, alors c'est sur les proches aidants que repose la construction de la réponse. À 2 niveaux. Faire à la place de ces professionnels qu'on ne trouve pas et organiser l'aide de son proche en se transformant en un véritable ingénieur du care management pour se débrouiller tout seul et arriver à faire les démarches administratives, trouver les personnels, faire qu'il y ait à manger, faire les cours. Enfin, voilà. Je décris là une situation banale de l'aidant confronté à cette réalité complexe. Et donc, le fait de faire de la question de l'aide et des aidants un sujet qui adresse notre modèle de protection sociale, et vous me voyez arriver, un objet de la négociation sociale pour venir transformer notre système de protection sociale en le prenant en compte, je pense que ça, c'est évidemment quelque chose de fondamental, et le vœu que je forme, c'est que nos tables rondes du jour nous permettent d'éclairer cet aspect-là. Je sais, Jean-Manuel, que tu as mis une attention particulière sur ce point, et je pense que tu as bien eu raison, et nous serons très attentifs, après la première table ronde plutôt tournée vers la santé mentale, à la deuxième qui traitera de ce sujet, avec une représentation très intéressante de l'ensemble de nos partenaires, mais nous aurons l'occasion d'y revenir
en fin de séquence. Je ne veux pas être plus longue parce que vous êtes venus pour entendre ces tables rondes et pour participer à cet événement. Merci du fond du cœur de votre présence. Nous y sommes très sensibles avec tous mes collègues de l'OCIRP qui sont en rang serré là pour évidemment soutenir cette démarche. Il s'agit bien de militantisme pour chacun d'entre nous. En effet, Patrick Lelong, je nous souhaite une très belle séquence et 2 magnifiques tables rondes. Bien, merci de nous avoir rejoints pour cette première table ronde. Salariés, aidants, santé mentale, charge de travail et impact professionnel. La liste est longue et le sujet est vaste. Et pour le traiter, donc, merci à Nathalie Chussot, économiste, professeure à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. Merci à Jean-Manuel Cupiec, conseiller de la Direction générale de l'OCIRP. Merci à Élodie Marchat, directrice de l'Institut 410, organisme de formation spécialiste des métiers de la protection sociale. Merci à Sophie Mario Michaud, membre du Bureau national de la NDRH. Et merci à Lydie Recorbet, chargée de mission engagement social et sociétal, Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. LORS, c'est un peu long à dire, hein, mais c'est parfait. Et pour traiter ce thème et pour bien évidemment savoir de quoi nous parlons avec exactitude, je vais donner la parole à Margot Hocher, qui est en fait responsable de cette étude Via Voice que vous allez nous commenter, Margot, sur les résultats de cet observatoire. Quelques chiffres illustrés. Je demanderai à nos invités d'être attentifs, puisque à partir de ces slides qui vont être projetés, eh bien vous serez questionné par votre serviteur. Merci. Margot, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc déjà, merci de nous accueillir aujourd'hui. En effet, on est sur la 5e édition que l'on mène, nous, donc l'Institut Via Voice. On est un institut d'études et de sondages, et donc on interroge depuis 5 ans déjà les salariés sur ce grand sujet de l'aidance. Donc pour faire un petit point méthodologique, c'est une enquête où on s'adresse à des salariés. Dedans, on va extraire des aidants. On a des salariés du secteur public, du secteur privé. On a également interrogé des échantillons plus petits de managers, de DRH et enfin de partenaires sociaux. Et puis, je vais tout de suite passer aux premières données pour essayer de comprendre déjà qui sont aujourd'hui en fait les salariés aidants. Je vais voir si ça fonctionne. Parfait. Qui sont les salariés aidants ? Vous avez les chiffres qui devraient apparaître. Déjà, première donnée intéressante, finalement, ces salariés ne sont pas du tout des salariés seniors. C'est une image qu'on peut avoir, des salariés plus âgés. Quand on peut voir la moyenne d'âge des aidants aujourd'hui, elle est d'environ 44 ans. Et l'entrée dans l'aidance est jeune, finalement, on peut le voir, 34 ans. Donc voilà, on est sur un sujet qui touche une population très large aujourd'hui de salariés. Concrètement, quand on parle d'aide aujourd'hui, on peut se demander en quoi ça consiste. Principalement, on leur a demandé donc, à ces salariés aidants qu'ils aident. On peut voir que c'est principalement le cercle familial. On va parler des parents, des enfants, du conjoint, mais principalement voilà, une aide au cercle familial. Cette aide, elle est multiforme. Ça va être à la fois du soutien moral, de l'aide au quotidien, ça va être pour les courses, pour les trajets, pour amener le proche chez les médecins. Voilà, donc c'est une aide multiforme et qui prend du temps. Quand on regarde généralement, vous voyez là avec le chiffre, on est sur une moyenne de 10 ans, c'est-à-dire que les personnes sont en moyenne aidant pendant une dizaine d'années, et on peut le voir avec ces petites courbes qui arrivent en dessous. On voit qu'on a la majorité des salariés aidants aujourd'hui qui sont aidants depuis déjà plus de 3 ans. Donc on est vraiment sur un sujet qui va prendre du temps
pour les salariés aujourd'hui. Et juste petit aparté, pourquoi est-ce qu'ils aident leurs proches? On voit globalement sur ce sujet du vieillissement, c'est principalement pour aider des proches qui sont en perte d'autonomie, 59%, dont une perte d'autonomie liée à l'âge, 46%. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui va nous concerner de plus en plus. Et si je continue un petit peu sur cette question de l'aidance, au-delà de comprendre qui sont les aidants, l'intérêt c'est de savoir quelles sont leurs situations aujourd'hui. On a aujourd'hui 20% des salariés aidants qui vivent sous le même toit que la personne aidée. Bien sûr, en fonction des situations, ça change. On vous a mis quelques chiffres. Si la personne aide son enfant, naturellement, ils vont vivre avec l'enfant. Si la personne aide son conjoint. Mais globalement, voilà, on est quand même sur des personnes qui vont, pour 20%, vivre avec ce proche qui a besoin d'aide. Globalement, on a également 42% qui sont ce qu'on a appelé des aidants solos, c'est-à-dire concrètement des personnes qui vont aider uniquement seules, mais avec l'aide de professionnels, mais sans proches à côté, pas de frères, pas de sœurs qui peuvent donner un coup de main. Donc on est quand même sur 42%. On monte à 73 lorsqu'on est sur des aidants qui vivent sous le même toit que l'aidé, ou 72 lorsqu'ils aident leur conjoint. Et enfin, dernière donnée qu'on a trouvée intéressante de vous remontrer ici, c'est le temps de l'aidance. Bien entendu, il s'agit d'une moyenne. C'est difficile pour les aidants de se prononcer sur le temps passé. On est plutôt sur des ordres de grandeur. Mais pour vous montrer que généralement, par semaine, un aidant va aider entre 7 et 8 heures. C'est comme une journée de travail supplémentaire pour cette aidance. Bien entendu, il peut y avoir des cas particuliers, comme vous pouvez le voir, s'ils vivent sous le même toit que la personne, s'ils vont aider leurs enfants, ce temps va être de plus en plus long. Mais voilà, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que les aidants sont plus jeunes que ce qu'on peut croire et que l'aidance prend vraiment du temps dans leur quotidien. Merci Margot. On a compris donc qui étaient les proches aidants. 73%, vous nous dites, vivent sous le même toit que l'aidé. L'aidant et l'aidant cohabitent. Alors c'est une question que je poserai à Sophie. Sophie, comment satisfaire le besoin d'oxygène des salariés aidants? Et puis on a vu aussi dans cette présentation qu'il y a plusieurs générations de salariés qui aidant dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de clivage, d'isolement, de silo, comme on dit aujourd'hui? Bonjour. Tout d'abord, au titre de l'Association nationale des DRH, je représente. Nous sommes des professionnels, c'est une association indépendante, je préfère le rappeler. Le sujet de l'aidance se télescope avec une information aussi qui apparaît dans les résultats, c'est que beaucoup d'aidants sont des personnes en solo. Et beaucoup de DRH sont confrontés à des salariés qui sont face à l'éducation d'enfants, plus l'aidance, tout en étant seuls. Comment donner de l'oxygène? Ça signifie, quand, dans le cadre de mes activités, nous avons négocié l'accord de branche sur les aidants, salariés aidants, ça signifie que les interlocuteurs de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise se connaissent. Effectivement, qu'il y a un inventaire, une sorte d'audit pour identifier, même si l'entreprise est de petite taille, combien d'aidants il y a. Et surtout qu'il y ait une réflexion en termes de confiance et de dialogue. Je prends souvent l'exemple, il ne suffit pas de raisonner tout de suite il y a besoin de temps, c'est plutôt de quelle organisation du travail il va s'agir, et je crois que c'est abordé dans la deuxième table ronde. Comment donner de l'oxygène quand beaucoup d'aidants aussi, ça ressort de l'enquête, s'expriment plutôt auprès de leurs collègues qu'auprès de la hiérarchie, et que les managers de proximité sont en difficulté. Parce qu'ils voient bien, ils perçoivent des choses, mais ils ne veulent pas mélanger vie perso et vie pro. Et il y a aussi une part de salariés aidants qui ne souhaitent pas que ce soit un objet d'échange. Donc, chaque entreprise a sa particularité. La première étape pour donner de l'oxygène, c'est déjà, si on est manager et sensible au sujet, de commencer par un inventaire, une étude, un diagnostic pour identifier le nombre d'aidants et les personnes concernées. Merci à vous, merci Sophie. La suite, Margot. C'est vrai que cette question de l'identification, nous, on l'a adressée avec la question de la notoriété du sujet, déjà savoir si les profils de salariés et salariés aidants
ont entendu parler de ces sujets. Ce qu'on peut voir, c'est globalement, pour la 5e année consécutive, vous voyez, les courbes sont à la hausse. Donc la notoriété du sujet grimpe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En 2025, donc, on a 83% des aidants et 70% des salariés non aidants qui ont déjà entendu parler des salariés en situation proche aidant. Donc on est sur une donnée qui est assez positive. On espère évidemment que ces courbes vont continuer à croître avec le temps. Pour autant, je vous montre la slide d'après, on est quand même sur actuellement une notoriété, mais un besoin d'information qui reste important. Vous pouvez le voir avec ces courbes. Ici, on leur a demandé s'ils se sentaient suffisamment informés sur le sujet. Et on peut voir qu'on a 58% des salariés aidants et 72% des salariés non aidants qui, aujourd'hui, ne s'estiment pas suffisamment informés sur le sujet de l'aidance. Donc voilà, il y a encore du travail à faire, comme vous pouvez le voir, même si le sujet commence à être de plus en plus connu. Dans les faits, on a encore besoin d'accompagner à la fois les aidants, une majorité, même si on est à 58, on est quand même sur une majorité qui a encore besoin d'informations, et les non-aidants qui sont encore plus éloignés du sujet, vous voyez avec le 72% ici. Si je continue sur une donnée qu'on aime bien observer chaque année, c'est ce que nous, on a appelé le déni. C'est tout simplement, en fait, on a présenté donc, aux salariés dans le cadre de cette enquête la définition des salariés aidants pour leur expliquer ce que c'était. On demandait tout simplement si les profils se sentaient concernés par le sujet. Et là, on a un score qui est assez édifiant, c'est qu'on a quand même 45% des salariés aidants qui déclarent ne pas se sentir concernés par le sujet. Même si, vous voyez, la courbe est en train de baisser, c'est-à-dire que petit à petit, les salariés aidants se reconnaissent un peu mieux comme tels depuis 4 ans, on est quand même sur près d'1 sur 2 qui a du mal à se sentir encore concerné par le sujet. Et vous allez le voir avec ce dernier score, ça a un impact notamment sur la vie en entreprise. On a demandé donc aux salariés aidants s'ils informaient leur employeur. Avez-vous déjà informé votre employeur sur votre situation d'aidant ? On a 34% qui aujourd'hui nous disent oui, ça reste une minorité. Bonne nouvelle, c'est un score qui est en hausse. On vous a mis les évolutions pour que vous puissiez voir. En 2023, on était à 1/4 des salariés aidants. En 2024, 29%, 34% aujourd'hui. Mais finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas que les entreprises, elles pensent qu'elles ont identifié tous les aidants parce qu'elles-mêmes, eux-mêmes ne se présentent pas toujours auprès de leurs employeurs. Et on vous a mis une petite donnée, ce qui est assez intéressant. On a testé donc des petites phrases pour voir où se positionner les salariés aidants. Ma situation personnelle de salarié aidant concerne aussi ma santé et ma qualité de vie au travail. Mon entreprise peut en être informée et intervenir si je le souhaite. Là, on voit qu'on a 38% des salariés aidants qui sont d'accord avec ce sujet, un score qui monte, mais qui reste encore assez faible, uniquement 38%. Merci Margot. On voit donc que la prise de conscience progresse. Jean-Manuel, la prise de conscience donc s'améliore, c'est ce que vient de nous dire Margot, mais quelle demande, quel besoin d'information cela traduit-il de la part des salariés aidants et comment s'articule ce couple dont Margot parlait, du couple déni-tabou? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, effectivement, c'est la vraie question. Quand on est aidant, il y a déjà 2 sujets sur le déni. Le premier déni, c'est le déni de se considérer comme aidant, déjà. Et ça, c'est pas du tout évident, parce qu'on peut dire, mais ce que je fais, c'est tout à fait normal. Donc, c'est le premier déni. Le deuxième déni, c'est le déni de le dire à son employeur. Et là, vous voyez, ce chiffre de 34%, qui est indiqué sur le slide, indique que eh bien, j'ai pas forcément envie d'en parler. Et il y a 2 dénis, et en face, il y a un tabou. Le tabou, c'est l'entreprise qui dit « Oui, mais moi, face à ce sujet, je suis quand même très gêné parce que comment concilier la vie privée et la vie professionnelle et quel rôle l'entreprise doit avoir vis-à-vis du salarié ?» Et on voit bien que tout notre objet et tout cet observatoire, c'est que c'est ça le nœud de blocage. Le nœud de blocage, c'est ça, c'est 2 dénis, un tabou. Et je pense que plus on en parlera, plus d'une certaine façon, on va faire émerger le fait que être aidant aujourd'hui, c'est normal dans la société. Je vous rappelle qu'on est en transition démographique. Moi, je ne parle plus de transition démographique, je parle de choc démographique, parce que c'est inévitable et il faut en prendre conscience. Et donc, en prenant conscience de ça, eh bien, vous vous dites, bah oui, mais c'est normal et c'est la vie. Et l'allongement de la vie, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut voir de façon positive. Donc, c'est quelque chose qui met du temps. Et vous voyez, c'est du temps long. Mais le temps d'évolution de la société,
ce n'est pas les politiques qui vont le faire, c'est la société qui doit évoluer. Et pour faire évoluer la société, il faut du temps long. Donc c'est ça que je voulais vous dire sur... et ce couple déni-tabou, eh bien d'une certaine façon, ça représente bien aussi notre société. Et plus les chiffres baissent ou ils augmentent, ça dépend comment on va les lire, eh bien c'est une certaine façon de dire, eh bien, vous voyez, globalement, être aidant, c'est normal dans la vie. Et on sera aidant peut-être une fois, voire plusieurs fois. Et ça fait partie de la vie, et c'est fait partie, et ça sera l'objet même de la deuxième table ronde, sur mais comment je vais concilier ma vie privée, ma vie professionnelle, et ma vie professionnelle qui va être longue dans une carrière, comment je veux concilier aussi ma carrière. Et vous voyez, tout ça, c'est un vrai sujet, et c'est du dialogue social. Merci. Margot? Je vais continuer, moi, avec quelques données. Évidemment, nous, notre objectif lors de cette enquête, au-delà d'identifier les salariés, leur rapport au travail, c'est aussi comprendre aujourd'hui un petit peu leur quotidien. Et on a fait le focus cette année sur ce grand sujet qu'est la santé mentale, avec certaines questions pour comprendre si cette situation à la fois de salariés et d'aidants pouvait avoir des impacts. Et ensuite, on le verra, quelles sont les solutions pour amoindrir ces impacts et faire en sorte que le mix salarié et aidant se passe au mieux. On a quelques chiffres qui sont assez marquants qu'on vous a remis ici. Déjà, l'idée qu'il y a 44% aujourd'hui des salariés aidants qui se déclarent en difficulté sur le plan de la santé mentale. Globalement, comme toujours, on a des différences qui peuvent apparaître en fonction de la situation de la personne interrogée. On voit que les profils qui vont aider leur conjoint ont un impact plus important, 60%. Ceux qui vivent sous le même toit que la personne aidée, 58%. Les aidants solo, 55%, vous voyez, une majorité. Et les aidants qui aident une personne en situation de handicap, également 55%. Donc on voit que pour les profils salariés aidants en général, cette situation a un impact sur leur santé mentale et d'autant plus pour certaines situations. On vous a mis d'autres chiffres qui sont assez marquants ici. 51%, donc la majorité, sont confrontés souvent ou parfois à un épuisement physique ou psychique allant même jusqu'au burn-out. 38% ont déjà été confrontés à un isolement social. 36% sont confrontés à un état dépressif. Donc vous voyez, il y a quand même un impact qui se mesure ici en déclaratif sur les salariés aidants. Et pour vous mettre un petit peu de contexte, on vous a mis une petite note en bas, à savoir que donc 25% des salariés en général se disent en mauvaise santé mentale. C'est des sources, ça vient de l'assurance maladie et du ministère des Solidarités. On peut voir que sur les salariés aidants, on arrive à un chiffre de 44, quasiment le double aujourd'hui. Si je continue sur cette question de la santé mentale, on a essayé de comprendre aujourd'hui concrètement qu'est-ce qui pèse sur la santé mentale des salariés aidants. On le sait bien, c'est un quotidien, je vous l'ai montré, qui prend du temps. Aider, c'est donc quelque chose qui va occuper les esprits. On voit qu'on a parfois cette idée déjà d'un manque de temps pour soi qui ressort, ce manque de répit, parce qu'en fait, on va travailler à côté de ça. On aide son proche. On a également des troubles physiques qui peuvent apparaître. On nous a parlé de troubles du sommeil, de maux de dos, voilà, différents types de troubles, mais qui peuvent au quotidien impacter cette santé mentale parce que, eh bien, on est fatigué tout simplement aussi d'aider son proche et de travailler à côté. Et on nous a parlé enfin de la charge de travail excessive dans son emploi et cette idée d'avoir parfois du mal, eh bien, à conjuguer ces deux situations de salariés et d'aidants, ce qui peut jouer sur, eh bien, la charge mentale et la santé mentale en général. Qu'est-ce qui pourrait finalement, eh bien, améliorer cette santé mentale ? On a posé cette question donc aux salariés aidants et évidemment on a eu plusieurs retours qu'on vous a un petit peu concrétisés ici avec des exemples très concrets. Déjà l'idée d'avoir accès à des aides professionnelles, des aides personnalisées, ça c'est vraiment bien entendu un sujet qui revient. L'idée de tout simplement avoir des services pour soulager le quotidien des aidants. Cela peut également passer en second point, et ça on va en parler un petit peu plus tard, par l'idée de souplesse au travail, au quotidien. Peut-être l'aménagement de la charge de travail, baisse temporaire de la charge de travail. Voilà, des sujets qui reviennent et qui peuvent peut-être aider les salariés aidants dans leur quotidien et dans cette question de la charge mentale. On a enfin l'idée peut-être d'un soutien associatif ou le soutien de pairs aidants, donc le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes situations ou des associations qui connaissent bien le sujet. Et enfin, toujours cette idée de personnalisation, un besoin d'accompagnement personnalisé avec des services qui pourront aider concrètement le salarié aidant dans sa situation d'aidant. Merci Margot. Alors effectivement, on comprend bien ce qui pèse, ce qui est lourd. On parlera un peu de la paire aidance un petit peu plus tard et d'autres solutions. Mais même si Jean-Manuel l'a rappelé, c'est l'objet de la prochaine table ronde, il n'empêche que le salarié aidant vit
au rythme de l'aider et quelle est l'écoute de l'entreprise dans ces grandes lignes? Je vois Sophie qui me regarde, donc c'est à vous que j'adresse cette question. Oui. Quand l'entreprise a une approche ouverte sur l'organisation du travail, le sujet de la charge de travail est un sujet qui peut être piégeux parce que dans notre univers d'aujourd'hui, on confond peut-être charge de travail et surcharge d'interférences, de coupures, où le travail ne se fait pas de façon aussi concentrée qu'auparavant. Et même si c'est dans des horaires relativement stables, beaucoup de personnes se décrivent comme étant en surcharge de travail. D'où l'intérêt pour les entreprises d'affiner l'analyse du travail lui-même, comment il est organisé, indépendamment de la question à quoi sert le travail que fait chacun, mais surtout comment se ménager du temps pour se consacrer à ces tâches. Alors, c'est très général ce que je dis, puisque si je parle d'un ouvrier autoroutier sur autoroute, il y a qui était mon secteur, il y a des activités où il faut être très concentré, très vigilant, et peut-être qu'il faut réfléchir à l'organisation des pauses. Si je parle de cadres qui ont beaucoup de déplacements, il y a peut-être une réflexion sur l'organisation de ces déplacements, sont-ils aussi utiles que cela? Et puis aussi, il y a une dimension financière qui est toujours tapie derrière la charge de travail, qui est comment se discutent les objectifs, comment se discutent les missions prioritaires. Et ce sujet de l'aidance, ça peut être l'occasion pour une direction ressources humaines de se poser d'autres questions qu'elle a l'habitude, enfin en dehors de celles habituelles. Et je termine par cela, de se dire, et si c'était une opportunité, avec plein de guillemets, parce que c'est pas joyeux, une opportunité de regarder autrement l'organisation personnelle collective du travail et qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Voilà. Merci Sophie, c'est l'occasion de dire aux partenaires sociaux qui s'occuperont de la seconde table ronde, effectivement vous avez fait un très très beau résumé et on pourra affiner ces propositions tout à l'heure. Alors, bien évidemment, tout cela et toutes ces contraintes, même si ça peut être transformé en richesse parfois, ça a un impact sur la carrière. Margot. Tout à fait. Avec cette question, on a demandé donc aux salariés aidants, diriez-vous que votre situation d'aidant vous met en difficulté au niveau professionnel? Vous avez le détail ici. On a globalement aujourd'hui donc 31% des salariés aidants qui nous disent oui, avec 8% qui nous disent oui tout à fait. C'est un score stable par rapport à ce qu'on a pu mesurer l'année dernière, mais on est quand même sur un salarié aidant sur 3 qui nous dit aujourd'hui être en difficulté professionnelle. On a même 20% des salariés aidants qui craignent d'être contraints de quitter leur emploi. Une crainte, comme on a pu le voir déjà auparavant, c'est toujours cette dynamique qui peut être marquée d'autant plus chez certains profils, notamment toujours ceux qui vivent sous le même toit que l'aidé, 42%, ceux qui aident leur enfant, 40%, ou aussi quand l'aide prend de plus en plus de temps et où ce sujet de concilier vie professionnelle et vie d'aidant devient compliqué. On a 38% de ces profils-là qui nous disent craindre de devoir être contraints de quitter leur emploi par la suite. Et si je continue un petit peu dans le détail sur quel est l'impact concrètement et ce à quoi sont confrontés aujourd'hui les salariés proches aidants, on le voit avec ces éléments ici. On a donc sur ces éléments 36% des salariés aidants qui ont été confrontés à au moins une de ces situations, à savoir l'absence de promotion, l'absence de formation proposée à ces salariés aidants, un temps partiel qui est parfois subi, l'idée aussi de devoir renoncer à chercher un emploi ou à reprendre une activité professionnelle due à cette situation d'être proche aidant, parfois être contraint de devoir changer de poste, de quitter son emploi ou même de perdre son emploi. Donc comme vous pouvez le voir, on a différentes situations qu'on a testées. On est quand même à 36% aujourd'hui des salariés aidants qui sont confrontés à l'une de ces situations dans le cadre de leur activité professionnelle. Merci. Alors effectivement, l'impact sur la carrière, comment concilier vie privée et vie dans l'entreprise. Lydie, je sais que lorsque vous avez lu l'étude, vous m'avez dit qu'il y a une différence de perception sur justement l'impact sur la carrière entre les employeurs, les RH et puis les salariés. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de la pérédance. On a abordé le sujet il y a quelques instants. En quelques minutes, oui. Là, vous avez encore sous les yeux la liste de tout ce pourquoi nous nous battons. Parce que je trouve que les mots de Marianne Monchon en introduction étaient parfaitement justes. C'est du militantisme.
Aider les aidants, c'est une vision, c'est une ambition pour une société qui est en plein changement et qui subit un choc démographique, mais ça se construit et ça n'est pas simple. Je vais y revenir. Je vais d'abord finir de noircir ce tableau-là. Donc en rappelant les chiffres dans l'étude que je vous invite vraiment à lire, on voit une petite baisse de la part des salariés aidants sur leur intention de se déclarer aidants. Et on voit que sur l'impact sur le travail, les DRH et surtout les managers, en fait, les DRH, les chiffres sont assez stables. Mais les managers, eux, constatent un impact plus fort sur différentes thématiques liées à la qualité du travail. Ce qui montre bien que pour ces managers qui sont en première ligne, ils sont quand même face à des difficultés en termes organisationnels, avec des salariés aidants, avec des salariés qui ne sont pas aidants mais qui sont parents, avec des salariés qui ne sont rien de tout ça mais qui ont des aspirations en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle. Chacun y va de ses envies et de ses besoins. Comment on organise tout cela? Donc moi j'ai envie de, comme le dit le grand penseur Merlin l'Enchanteur, une fois qu'on touche le fond, on ne peut que remonter. Voici la façon dont je vois les choses. Je pense que la prise de conscience dans les entreprises, elle est là. Puisque du coup, les entreprises et les employeurs mettent de plus en plus de dispositifs en place en faveur des aidants et renforcent les dispositifs de conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc on est dans le dur. Donc on teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et il faut poursuivre ces efforts-là, qui sont vraiment de véritables efforts et un vrai challenge pour les managers qui ne sont pas non plus le mouton à 5 pattes et qui ne peuvent pas tout faire. Donc les solutions pour moi, en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle, elles ne sont pas à mettre au coup par coup. Il faut une approche systémique, globale. La conciliation vie privée, vie pro, les entreprises en ont déjà un peu l'habitude, notamment dans le cadre des questions d'égalité femmes-hommes et des questions de parentalité liées à la petite enfance. Nous, à l'ORS, on prône le fait de penser la parentalité à 360 degrés. Vous êtes dans la vie, vous allez être parent d'enfants petits, puis après d'adolescents, on voit que ça pose aussi des questions. Vous serez grands-parents et toujours actifs, sachez-le, avec la longévité de carrière. Vous serez aidant de votre conjoint, vous serez aidant de votre enfant peut-être, ainsi que de vos aïeux. Donc on le sait, vous serez aidant à plusieurs reprises au cours de votre vie, donc au cours de votre carrière, et parfois même en même temps. 25% de la population en 2030 dans 5 ans qui est aidant, c'est un salarié sur 4 dans une petite PME de 4 personnes, c'est 250 salariés dans une entreprise de 1000 personnes. Donc il faut bien que les entreprises aient une approche, une pensée beaucoup plus globale de leur dispositif de conciliation. Donc nous, on leur dit de faire effectivement un état des lieux de déjà ce qui existe en termes de solutions, de façon à les penser pour les étendre au maximum à des situations personnelles et des responsabilités familiales très fortes, comme peut l'être le cas des aidants. Donc ce concept de parentalité à 360, il est fondamental pour pouvoir proposer des aménagements d'horaires, du télétravail. J'ai beaucoup aimé que l'étude modère la solution de télétravail parce qu'il n'y a que 30% de la population qui peut télétravailler. Et d'autres dispositifs d'aménagement, effectivement, peut-être de la charge de travail, etc., à penser. Moi, je voudrais aussi souligner le fait que ces dispositifs puissent être faits de manière temporaire, notamment pour gérer les urgences. On le voit bien avec la parentalité, le congé enfant malade, c'est celui qui est le moins pris, notamment par les hommes, parce que c'est le congé de l'urgence qui désorganise soudainement l'organisation de l'entreprise. Donc penser du télétravail ou un aménagement d'horaire sur 3 semaines renforcé, le temps que, d'aller voir son proche aidé à l'hôpital, puis après de trouver un lieu d'accueil pour pouvoir reprendre des forces, réapprendre à marcher ou que sais-je, et puis retrouver une situation stable par la suite. Ça ne prend pas 1 à 2 journées, ça prend plusieurs semaines. Donc, pensez aussi la temporalité des solutions qui sont pensées et pensez agilité, parce que de fait, plus vous avez un panel d'outils qui est flexible et sollicitable, 3 semaines, 3 jours, 3 mois, 6 mois, plus l'entreprise sera en capacité de modérer l'impact de l'aidance ou de l'urgence sur sa productivité, sur son business. Donc, d'où l'intérêt pour l'entreprise de penser ça de manière globale. Les réseaux de pairs aidants, on va juste en dire un mot, parce qu'on voit bien qu'en termes d'information qui est très demandée par les aidants, c'est un gain de temps
Et l'entreprise n'est pas en capacité d'identifier toutes les solutions qu'il y a sur un territoire. Le territoire a un maillage tout à fait différent. Je vous invite d'ailleurs à consulter Ma Boussole Aidant, qui a à ce jour l'outil de cartographie le plus complet qui existe pour trouver des solutions et vous rapprocher d'associations. Mais l'entreprise n'a pas forcément à la main cette information immédiatement possible. D'où le fait de pouvoir mettre en place des réseaux de pairs aidances en toute bienveillance, de façon à pouvoir se rapprocher de l'expérience de l'autre et avoir l'information immédiate et ensuite aussi le soutien, l'écoute de quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous vivez parce qu'il l'a vécu lui-même. Voilà, je ne sais pas si j'étais trop longue. Non, c'est très bien, Lydie. Merci à vous et merci à Merlin l'Enchanteur. On va passer à la suite, donc, quelle solution pour les salariés aidants ? Tout à fait, ça va faire écho à ce qu'on vient d'entendre. On a, nous, dans le cadre de cet observatoire, testé certaines solutions pour voir tout simplement déjà ce qu'en pensent les managers, ce qu'en pensent les DRH, mais également les principaux intéressés, les salariés aidants. Donc voilà, cette slide, salariés aidants, quelle solution aujourd'hui ? Déjà, quelle solution pour faciliter la gestion du sujet en entreprise ? L'idée étant déjà de partir via l'information. C'est déjà un sujet très important parce que, comme vous avez pu le voir, on a quand même des salariés aidants qui ne se sentent pas toujours concernés par le sujet. On a testé l'idée de donner accès à une information personnalisée, notamment via une plateforme d'orientation et d'information sur les droits, les démarches, les aides, les services disponibles localement. Voilà des sujets qui intéressent, eh bien, vous le voyez, les salariés aidants. 58% sont favorables à cette solution. Et on peut voir donc, que les managers et les DRH, donc côté entreprise, sont également très favorables. Donc voilà, une idée, 85% des managers, 75% des DRH. Donc peut-être déjà une entrée sur l'idée d'avoir besoin d'informations sur ce sujet. Ça peut paraître évident, mais c'est vrai que quand on voit que le sujet n'est pas toujours très connu, qu'on a encore ces questions de déni, de tabou dont parlait Jean-Manuel tout à l'heure, partir de ce sujet de l'information reste important. Et l'information ne vient pas seule. Généralement, on va la lier à de la formation cette fois-ci. De la formation pour mieux appréhender sa situation. 70% des salariés aidants se disent intéressés quand on teste cette solution. On regarde également les DRH et les managers. Vous voyez, 82-80% voient de l'intérêt pour suivre des sessions de sensibilisation sur la question de l'aidance. Une information personnalisée, c'est ce qu'il faut retenir, Jean-Manuel, en deux mots, puisque nous allons après parler aussi de la formation. Tout à fait. Vous voyez bien, là, il y a un triptyque qu'on trouve sur ce slide, c'est il faut sensibiliser. Et sensibiliser, c'est dire, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que vous n'avez pas l'information. Après, il faut informer. Alors là, on est un peu plus dans le dur pour expliquer que cette information, elle n'est pas toujours accessible. Aujourd'hui, elle l'est de plus en plus avec les sites Internet et avec l'IA, on a de l'information. Mais encore faut-il vouloir l'avoir, cette information. Et puis après, le troisième stade, c'est la formation. Et ça, je laisserai la parole à Élodie. Absolument, il faut informer pour ne pas déformer. Alors Élodie, la formation, elle s'avère nécessaire, on l'a bien compris, pour les parties prenantes. Mais comment ça se passe ? Comment repérer les signaux faibles ? Comment être un facilitateur dans l'entreprise ? Merci Patrick et Jean-Manuel. Je prends la parole effectivement. Alors pourquoi effectivement on est là aujourd'hui ? Et je fais un petit clin d'œil à Marianne parce que on est aussi la veille de l'anniversaire de la sécurité sociale. Donc je trouve qu'effectivement c'est un très beau clin d'œil puisque cette grande institution a 80 ans demain. Et c'est aussi pour ça que je dirais cet institut qui s'appelle 410, 4 octobre 45. Nous avons donc 80 ans et la sécurité sociale traverse la vie en fait au quotidien de nos aidants, de nos populations couvertes par la famille, par la maladie, par la couverture vieillesse, par la couverture autonomie, nouveaux risques, et donc par ces cotisations. Donc effectivement, finalement, les danses traversent la sécurité sociale et donc ce petit clin d'œil à cette journée et demain, cet anniversaire symbolique des 80 ans, nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir, d'avoir eu l'honneur de travailler avec les collègues de l'OSIRP, que je remercie, pour travailler sur un plan de formation adapté. On l'a dit tout à l'heure, je reprenais le chiffre de Margot sur les 58% des salariés aidants qui ne sont pas toujours assez informés, ou les collègues qui sont peut-être moins, qui sont en diminution, mais qui ne sont pas forcément informés des dispositifs, parce qu'il y en a beaucoup. On parlait tout à l'heure de globalité, tu disais tout à l'heure, Lydie, les globalités des dispositifs. On voit bien que nos salariés
malgré toutes les aides qui existent, ne sont pas forcément non plus informés, formés, et donc le déni ou le tabou fait aussi que les collègues ne savent pas forcément qu'ils ont des droits qui pourraient être associés à effectivement des dispositifs. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place avec les collègues de l'OSIRP? C'est une formation donc depuis 1 an maintenant, avec des formations différenciées avec 4 niveaux qui reprennent ce qu'on a dit. Premier niveau, effectivement, pour la formation à destination des RH et des directions dans le cadre de l'entreprise en tant que levier de performance sociale. Donc là, il s'agit vraiment de faire prendre conscience que c'est un engagement de performance sociétale, on en parlait tout à l'heure, pour les collaborateurs, mettre en place des plans d'action. Dans ce cadre-là, avec le de l'OSIRP, on a travaillé sur un module de formation en tant qu'organisme de formation de la protection sociale, je reviens. Donc effectivement, on est quand même des experts sur les domaines pour mettre en place ce dispositif-là. Le deuxième temps, c'est effectivement pour nos managers, parce que là aussi, on voit bien qu'au quotidien, les managers ne sont pas forcément tous formés, ni informés des règles aussi qu'il y a pour les salariés aidants. Et donc, effectivement, comment mettre en place, repérer les signaux faibles, vous le disiez tout à l'heure, Patrick, comment repérer, dans le cadre d'une attitude d'un salarié, vous le dites ça aussi, Lydie, comment un salarié qui est en surcharge mentale, en surcharge avec des arrêts de travail qui peuvent être un peu comme ça perlés, une fatigue importante, une déconcentration dans le travail, comment repérer des signaux faibles qui permettent aussi d'avoir un autodiagnostic et que le manager soit aussi en capacité d'adapter et de mettre en place ce plan d'action. Comment, après, dans le troisième temps, nous sensibilisons les salariés aidants, tout simplement, sur ce qui existe dans son accord, qui peut être un accord de branche, un accord d'entreprise, qu'est-ce qui existe, parce qu'il y a énormément de dispositifs qui existent, qu'est-ce qui peut être mis en œuvre aussi dans le cadre du télétravail, on disait tout à l'heure, parce qu'effectivement, les dispositifs autour du télétravail sont nombreux et donc permettent aux salariés de bénéficier du télétravail dans certaines situations, et puis mettre en œuvre des dispositifs aussi de droit du travail classique. Et puis, quatrième temps, on le verra tout à l'heure, comment former nos partenaires sociaux, que je salue parce qu'effectivement, à la Sécurité sociale, on a une grande tradition de négociation avec les partenaires sociaux, puisque nous sommes nous-mêmes deux organismes paritaires, et donc on est effectivement un modèle de négociation sociale, et donc c'est important que nos partenaires sociaux s'approprient effectivement, c'est dans le cadre des dialogues sociaux de qualité, des accords autour de la QVCT de l'aidance, mais je laisserai effectivement mes collègues intervenir. Donc ce type de formation à différents niveaux nous est effectivement aujourd'hui un point très important des formations que nous dispensons. Nous avons aussi des formations complémentaires, on dit tout à l'heure d'adaptation, le disait tout à l'heure Jean-Manuel. Nous avons aussi, dans le cadre des formations que nous menons et dans le cadre d'un partenariat qu'on a mené aussi avec le CIRP début juillet, réalisé un court-métrage en réalité virtuelle, en réalité immersive, qui permet aux salariés, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une formation, une sensibilisation, de s'imprégner avec une empathie importante dans le quotidien de ce que c'est qu'une problématique d'aidance. Donc dans ce cadre-là, nous avons eu la chance de mener ce projet de court-métrage qui permet de l'inclure dans la formation. Donc c'était pour... Et je me permets aussi de souligner un petit écho avec ce qui s'est passé il y a 2 jours. Nous avons eu effectivement, avec le collègue de l'OSIRP, reçu les trophées, le prix d'argent, les trophées de l'assurance sur ces formations adaptées sur les 4 niveaux. Donc la prise de conscience de l'OSIRP, effectivement, est un point important pour nous, et je remercie effectivement les collègues. Voilà. Vous avez été applaudi aussi parce que même si c'est votre anniversaire demain, vous ne faites pas 80 ans. Alors, nous sommes des vieilles dames quand même. Un petit peu au pas de charge, Margot. Si je continue rapidement sur cette idée de faciliter la culture de l'aidance, ça peut notamment passer par des dispositifs visibles. C'est ce qu'on a testé, nous, dans le cadre de cette enquête, avec 2 idées. Déjà, l'idée de labellisation pour accompagner les entreprises dans le soutien de ces salariés aidants via des référentiels, l'idée de les aider à identifier les aidants, de l'information, de la formation, des plans d'action, des plans de suivi. On voit globalement cette idée fait mouche. On a les DRH, 81% qui sont plutôt favorables, les managers, pareil, 81% qui sont favorables à ce type de démarche et ce type de dispositif. Et enfin, on a testé également cette idée peut-être d'inscrire le soutien aux salariés aidants dans la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE,
Et là, on peut voir que les DRH et les managers, 8 sur 10 sur les DRH et 87% des managers sont également favorables à cette idée. Merci Margot. Je pense que la slide se suffit elle-même, elle est très explicite. On va passer à la baisse de la charge de travail. Directement avec la slide suivante. En effet, c'est une des solutions que nous, on a testé pour faciliter le quotidien des salariés aidants. On l'a testé à la fois auprès donc, de ces concernés, mais aussi avoir l'avis des managers et des DRH sur déjà la possibilité pour les salariés aidants d'avoir recours à une baisse de la charge de travail activable pendant des moments critiques dont on parlait tout à l'heure. On voit qu'on a 63% des aidants aujourd'hui qui nous disent qu'ils en auraient besoin, donc plutôt un accueil favorable, et on voit que les managers et les DRH sont très favorables, 83%. Donc voilà, il y a matière aujourd'hui sur cette idée de baisser la charge de travail. On a également testé l'idée de mettre en place un système permettant la compensation salariale lors de la baisse de travail. On voit également des scores, vous pouvez le voir sur la deuxième ligne, qui sont assez hauts sur ces sujets. Finalement, ce qu'on peut voir avec la deuxième partie du graphique, c'est est-ce que c'est une solution qui apparaît efficace, cette idée de baisser la charge de travail de manière temporaire. Et on voit que les salariés aidants nous disent oui à 72%. Les managers et les DRH nous disent oui à 84%. Donc on est sur des scores qui sont assez importants aujourd'hui, on est sur un sujet. Après, on a évidemment posé cette question, est-ce que c'est une solution facile à mettre en place? Bon, là, vous pouvez le voir, les scores sont un peu moins forts. On a 42% des aidants qui nous disent oui. On peut le voir que ça semble peut-être compliqué pour eux aujourd'hui d'imaginer comment concilier cette baisse de la charge de travail avec leur quotidien. Mais globalement, on est sur des scores qui sont quand même majoritaires du oui sur les managers et les DRH, 60%. Merci Margot. Nathalie, pour parodier une célèbre chanson, télétravail, c'est la santé, et en faire plus, c'est la conserver. Est-ce que c'est vraiment la solution, baisser la charge de travail, la souplesse, l'aménagement? Est-ce que ça passe par davantage de télétravail? Je sais votre esprit synthétique, donc je vous donne la parole. Le télétravail, en tout cas au domicile du proche aidé, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est ce que j'appellerais une vraie, fausse, bonne solution. C'est une solution, une des premières solutions demandées par les salariés aidants ou les aidants dans le public comme dans le privé. C'est aussi une des premières solutions proposées par les entreprises. D'ailleurs, pour une raison assez drôle, parce qu'elle nous explique que ça peut faire baisser l'absentéisme. Et moi, ce que j'explique, c'est que finalement, ce télétravail au domicile du proche aidé, il génère des coûts cachés conséquents pour les organisations. Pourquoi? Alors, si ce télétravail n'est pas accompagné de baisse de la charge de travail, là, ça va générer des coûts conséquents, puisqu'il va impacter directement la santé du proche aidant qui va utiliser en réalité son temps de télétravail à s'occuper du proche aidé. Ça a été très bien dit par Marianne en introduction. Il va effectuer toutes les démarches administratives pendant les heures ouvrées, accompagner le proche aidé aux rendez-vous médicaux, s'occuper du domicile, faire les courses, remplir les papiers administratifs, etc., etc. Et donc, il va télétravailler quand? Le soir ou la nuit. Conséquence évidente, une fatigue, un épuisement, une baisse de productivité, donc une baisse d'efficacité, une baisse de la quantité et de la qualité au travail. Ça, c'est ce que l'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est vous êtes là, vous êtes bien physiquement là, mais vous êtes dans un état physique, mental, ça a été dit, qui ne vous permet pas d'être pleinement dans vos pleines capacités. Et donc ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte, pour aller vite, à peu près 2,3 milliards d'euros par an. Alors, évidemment, il y a quand même une... Et alors, pourquoi c'est un problème de dire « Oh, on propose du télétravail à nos salariés aidants et ça va améliorer leur situation sans baisser la charge ?» Tout simplement parce que ça génère du présentéisme, ça va en plus dégrader l'état de santé de votre salarié aidant, et en plus, il va tomber malade, et donc il va devenir absent, et donc ça va créer de l'absentéisme, et donc des coûts cachés à nouveau. Donc ça n'est pas du tout la vraie solution. La solution, c'est si télétravail il y a, ça a été dit, il faut le faire au moment de l'entrée dans les danses, puisque c'est là où on doit tout organiser, vous l'avez très bien expliqué, c'est là où il faut mettre les choses en place, et ça doit absolument s'accompagner d'une baisse de la charge de travail, et je le dis, à salaire constant. Parce que si vous baissez le salaire du salarié aidant
en accord avec la baisse de la charge de travail. Ça s'appelle du temps partiel subi et ça n'est pas une solution pour les salariés aidants. Merci Nathalie. Slide de, quand tu auras fini de boire, 16, sur la prévoyance collective. Oui, on a également donc ces questions. Pensez-vous que le coût du soutien aux salariés aidants doit être mutualisé dans un dispositif de prévoyance collective? Vous avez les chiffres en dessous. 81% des managers nous disent oui, 77% des DRH aujourd'hui nous disent oui. On a posé cette question avec un peu plus de pédagogie aux salariés aidants et on voit qu'on a 63% également qui nous disent oui aujourd'hui. Merci. Alors, la prévoyance collective, voilà, on en parlera, je sais que c'est une idée chère à Marianne et à l'OCIRP, on en parlera lors de la seconde table ronde en détail. La vision des partenaires sociaux, c'est la dernière slide. Hop, et voilà. Oui, c'est pour faire un peu une transition avec la table suivante. On a également donc interrogé des partenaires sociaux dans le cadre de cette enquête. Et on leur a demandé, donc, pour mieux protéger les salariés aidants aujourd'hui, est-ce que la négociation collective apparaît comme une solution efficace? Et on peut le voir avec ce score, 88% nous ont dit oui. Dans le détail, 71% des organisations patronales, 97% des organisations de salariés. On voit finalement en fait que la protection sociale complémentaire doit jouer un rôle important pour soutenir les salariés aidants. 97% des partenaires sociaux le disent. Et concrètement, pour terminer sur ce sujet, on a donc interrogé ces partenaires sociaux sur des idées de manière un peu plus spontanée. L'idée, c'est d'avoir leur retour sur quelles mesures seraient utiles pour soutenir les aidants aujourd'hui. On vous les a listées en dessous. On a cette idée de souplesse dans l'organisation du travail qui est revenue en premier. On a également ces idées toujours d'information, de formation, de dialogue et d'accompagnement qui ont été citées par ces partenaires. L'idée d'avoir besoin d'aide concrète pour soulager les salariés aidants. Et enfin, une idée qui a émergé ici, c'est l'idée d'une reconnaissance juridique renforcée du statut aujourd'hui de salarié aidant. Merci Margot. Donc la négociation collective, la prévoyance collective, c'est le sujet de notre prochaine table ronde que nous pourrons traiter. Merci à vous toutes et tous d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on se retrouve dans 5 minutes pour la prochaine table ronde. Merci.